On part tout de suite et sans attendre en Ukraine, dans ce club. On va tenter de comprendre ce qui se noue à Kherson. Des avancées notables aujourd'hui avec des images qui donnent une idée de ce qui peut s'y dérouler. On les commente, on les décrypte avec nos invités sur ce plateau. Dana Fédin, bonjour, rédactrice de la revue européenne WhatsApp Europe. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors qu'on voit ces images qui viennent de nous parvenir, on va les décrypter ensemble. Bonjour Philippe Delara, vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, spécialiste de l'Ukraine et de l'histoire du communisme. Jérôme Poirot, avec nous, bonjour, ancien coordonnateur du renseignement. Ancien adjoint, pardonnez-moi, du coordonnateur national du renseignement. Bonjour. Auteur du livre Renseignement et espionnage au-delà des légendes. Et puis Christian Megrelis, bonjour à vous. Bonjour. Ancien conseiller de Gorbatchev. Auteur du livre Le naufrage de l'Union soviétique, les choses vues, édition transcontinentale d'édition. Ce que vous voyez à l'image, ce sont des vidéos tournées sur le front à Kherson. Ce sont des soldats russes qui sont en train de prendre la fuite. Et vous voyez au langage qu'ils emploient qu'ils ont très peur. Ils sont sous le feu des Ukrainiens. Ces images qui ont été authentifiées par LCI et qui montrent que la bataille fait déjà rage sur place. On sait qu'il y a au moins 20 000 soldats russes qui sont présents toujours sur cette rive droite du Dniepr, alors que les forces ukrainiennes continuent d'avancer. On écoute l'un de ces soldats russes qui s'exprime. Allez, on est en train de se faire bombarder. On s'en va d'ici vite. Tout le monde dans le BTR. Vite, Ivanitch. Je comprends rien à ce qui se passe. Allez, allez les gars. Dans le tank tous, vite. Allez, allez, allez. Je peux plus t'entendre. J'ai une commotion, j'arrive plus à t'entendre. Tiens ton sac à dos. Vite Kostior, allez, vite. C'est extrêmement violent. Avant de voir également l'armée ukrainienne qui justement se met en scène dans cette avancée, on rejoint tout de suite notre envoyée spéciale sur place, Charline Hurel. Bonjour Charline, vous êtes avec Gabriel Orillon, votre JRI. Vous avez des informations justement côté ukrainien sur ce qui est en train de se dérouler dans la région de Kherson. Exactement. Ce qui est très important pour eux, c'est déjà de savoir ce qu'il se passe dans la ville de Kherson. Les Ukrainiens nous disent qu'il y a un renforcement des unités russes là-bas et ils nous indiquent que ce seraient des unités particulièrement guerrières, ce qui indiquerait donc que les Russes ne sont absolument pas, en tout cas, prêts à lâcher les combats. Il y a une autre chose qu'ils nous disent, c'est que les lignes de défense sont extrêmement solides là-bas, difficiles à briser. Alors les Ukrainiens nous disent aussi, nous ne voulons pas être pressés par une date pour reprendre cette ville de Kherson. En revanche, ce que nous dit un peu en off, si on peut dire, c'est qu'il y a quand même une course contre la montre, parce qu'il y a l'hiver qui approche et ils voudraient reprendre cette ville avant l'hiver, parce qu'avec la météo, ça rend la progression des troupes ukrainiennes extrêmement compliquée. Il faut voir qu'il y a beaucoup de champs autour de Kherson et donc des champs qui se transforment littéralement en champs de boue là-bas. Alors il y a désormais un dilemme pour Kiev. C'est soit les troupes ukrainiennes lancent une offensive sur la ville de Kherson avec des combats acharnés, rue par rue, immeuble par immeuble, mais ça, ça coûterait beaucoup de pertes humaines, ce n'est absolument pas le scénario idéal. Et la deuxième solution, c'est de continuer à couper les chaînes logistiques, c'est-à-dire à mener des frappes très précises sur des infrastructures pour couper le réapprovisionnement militaire à Kherson. Une certitude, selon Kiev, c'est que l'armée russe s'apprête à livrer sa plus rude bataille dans cette ville ô combien stratégique de Kherson. Merci beaucoup Charline Hurel avec Gabriel Orillon. On vient de voir donc ces images de soldats russes. On peut qualifier ça de débandade. Comment vous voyez cette retraite vraiment précipitée? C'est très très spectaculaire, et les images que vous avez diffusées. Et il y a un élément qui corrobore effectivement le fait qu'une partie des soldats russes qui sont du côté de Kherson fuient. C'est le dernier bilan publié par le ministère de la Défense ukrainien, vous savez, qui tous les jours publie des chiffres sur les pertes en soldats russes et en matériel. D'habitude, depuis le début de la contre-offensive au début du mois de septembre, c'est en gros entre 300 et 500 soldats russes qui seraient morts sur le champ de bataille. Le dernier bilan, c'était 950, dont 53 véhicules blindés de transport de troupes, comme ceux qu'on a vus à l'image. Donc il y a effectivement une corrélation assez forte entre les images que vous publiez et le dernier bilan
du Voilà, ministère on les revoit de ces images, de la effectivement. défense russe. Mais dans le même temps, comme le dit très bien Charline Hurel, il y a des troupes d'élite qui ont été apportées dans la région de Kherson et des fortifications très importantes. La question qu'elle pose, et évidemment la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que l'armée ukrainienne va vouloir combattre dans des combats extrêmement difficiles avec des pertes très élevées pour reprendre Kherson, ou va-t-elle contourner Kherson? Parce que pour se battre, il faut être deux. Vraisemblablement, l'armée russe souhaite des combats très rudes à Kherson, mais si l'armée ukrainienne en décide autrement, mais ces combats n'auront pas lieu. Des réactions à ces images? Oui. Donc effectivement, là, on voit que les troupes russes ont été identifiées, donc à leur position, donc ils ont besoin de se replier le plus rapidement possible pour changer d'endroit et pour peut-être répliquer aussi, attaquer les positions ukrainiennes. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que les choses se passent très très vite sur le terrain et l'armée ukrainienne reste très motivée et ils étaient préparés à cette contre-offensive depuis 4 mois. Parce que c'est ça, les témoignages que j'avais reçus cet été aussi quand j'étais sur place et puis récemment en étant sur la ligne de front. Et aussi les combats de rue à l'intérieur de Kherson sont préparés. C'est pour ça qu'on voit que malgré le fait que la Russie dit publiquement qu'ils vont se retirer, ils renforcent leur position. Mais je peux aussi constater qu'effectivement, sur place, les positions des Ukrainiens sont solides également. Oui, mais là, on voit même qu'ils avancent vite et qu'ils ont pris par surprise cette brigade de Russes. Oui. Oui, mais moi, ce qui me frappe, et on le sent très bien dans le commentaire de Charline Hurel, c'est que les Ukrainiens, et depuis le début de cette guerre, savent prendre leur temps. Ils n'ont pas besoin d'engranger des victoires sans arrêt pour être soutenus par la population, alors qu'au contraire, Poutine a un besoin pressant de résultats pour justifier son opération. Et ce qui est certain, c'est que la bataille de Kherson est décisive pour la Russie comme pour l'Ukraine, parce que c'est le verrou qui donne accès au reste de la côte et à la Crimée. Alors chacun, effectivement, a pris le temps de consolider ses positions pendant longtemps, de regrouper ses forces et ses effectifs. Est-ce que ces images-là, c'est le signe, Christian Megrellis, qu'on se dirige vers une avancée ukrainienne, ça y est, vers cette ville de Kherson? On peut le supposer, on sait que cette bataille est peut-être imminente maintenant. L'avancée, sûrement, les Ukrainiens doivent le souhaiter. Je ne suis pas sûr qu'ils y arrivent compte tenu de l'afflux de troupes russes, d'élite. La seule chose que je vois de positive, entre guillemets, dans tout ça, c'est que plus il y aura de soldats russes dans le coin, moins on aura le risque d'attaque nucléaire. Ah bah c'est effectivement le danger, et on va voir que c'est la seule chose positive que je vois. Plus il y aura de Russes, moins il y aura de risques, parce que les Russes ne vont pas s'amuser à bombarder leurs propres troupes, ni à faire des bombes sales pour radioactiver tout leur personnel. Donc, mais à part ça, je suis incapable de vous dire comment ça va évoluer. Je crois qu'eux-mêmes en sont incapables. Alors c'est vrai que c'est l'une des hypothèses. Les Russes auraient vidé cette ville. 70 000 hommes seraient partis selon les autorités pro-russes. Peut-être les préparatifs, disent certains, de l'usage d'une arme non conventionnelle. Et c'est ce que disait sur notre antenne un peu plus tôt le colonel Pierre de Jong. On l'écoute et puis vous nous dites ensuite ce que vous en pensez. Ma première réaction, qui est une réaction, encore une fois, de technicien, c'est que lorsqu'on va effectuer une frappe artillerie ou nucléaire, c'est ce qu'on fait. C'est que moi, quand j'étais officier, si vous voulez, on travaillait à l'époque, les Français, on avait encore des missiles nucléaires tactiques, puisqu'on les a supprimés en 91. Et à cette époque-là, il y avait un système où on tenait un front, une espèce de ligne, si vous voulez, de contact qui doit, à mon avis, exister. Donc les images satellites ne le montrent pas. Mais bien évidemment, il y a une ligne de contact avec les Ukrainiens. Si les Ukrainiens percent, etc., il y aura en fait un ordre de repli d'une quinzaine, une vingtaine de kilomètres, et à ce moment-là, vous pouvez effectuer des frappes. Alors des frappes conventionnelles, possibles, massivement de l'artillerie, et puis le deuxième point, une frappe nucléaire tactique. C'est exactement le modèle utilisé pour utiliser, si vous voulez, des armes de destruction massive. Encore une fois, je parle du nucléaire tactique, mais ça peut être toute forme d'artillerie, parce qu'on sait que les Russes ont une artillerie en grand nombre, ils sont capables de mettre un canon ou un obus tous les 15 mètres, tous les 20 mètres. Donc en fait, il peut y avoir une extrême densité, à ce moment-là, la ville serait totalement rasée.
rasé. Et ça expliquerait les raisons pour lesquelles, si vous voulez, les Russes ont pris les devants en faisant partir la population et même en enlevant les statues symboliques de l'époque russe. Bon, alors ça, vous n'y croyez pas. Ce à quoi fait référence Pierre de Jong, alors il y a eu des statues enlevées apparemment, mais selon notamment le Parisien qui relaye ce dimanche le renseignement britannique, les Russes auraient retiré eh bien, les restes de Potemkin, absolument, ouais, qui est un symbole. Alors expliquez-nous de cette conquête russe de la région. On va en parler dans un instant, mais restons d'abord sur cette arme non conventionnelle. Pour vous, c'est du fantasme aujourd'hui, d'imaginer cela? Je ne suis pas technicien comme M. Pierre de Jong et je n'ai pas d'informations classifiées, mais ce que je sais, c'est que depuis plusieurs mois, depuis le début de cette guerre pratiquement, Poutine utilise et abuse même de l'arme de la peur en laissant entendre que des actions épouvantables pourraient être commises du genre attaque nucléaire. D'accord, mais ce que vous nous dites, c'est qu'en le croyant, on tombe dans le panneau. On tombe dans le panneau si on le croit. Bon. C'est ça. Oui, d'autres... Oui, je crois qu'il y a un double langage, ce qui est assez classique là, chez les Russes. C'est-à-dire qu'ils veulent faire croire qu'ils vont se retirer, diffuser des images du socle de la statue de Potemkin, c'était quand même très spectaculaire. Ce serait la première fois que les Russes se retirent en bon ordre, y compris en emmenant avec eux des symboles tels que ceux-là. Ça aurait été jusqu'à sa dépouille. Oui, et selon les renseignements britanniques. Il a été enterré là. Donc c'est à la fois une défaite parce qu'on assume le fait qu'on se retire d'un endroit qu'on a annexé d'ailleurs récemment, c'est très très bizarre, mais ça montre aussi que puisqu'il n'y a plus de symboles très attachés à la Russie, on peut frapper, soit en détruisant le fameux barrage qui était en amont de Kherson, soit en utilisant une arme non conventionnelle. Je crois que tout ça est de la propagande, mais je crois aussi que les Russes en fait sont dans l'attente de savoir ce que va faire l'armée ukrainienne à Kherson. Et peut-être l'armée russe aussi, peut-être qu'ils sont dans l'attente de savoir ce qu'ils vont faire eux-mêmes, ou alors il y a un plan qui est aujourd'hui vraiment ficelé, ou ils avancent un peu au fil de l'eau. Il y a différentes hypothèses. Je pense que ce qu'ils souhaitent, c'est un combat très meurtrier pour l'armée ukrainienne. Il n'est pas sûr que cette bataille soit livrée, donc il y a d'autres options, et on ne peut pas effectivement exclure que à la fin, l'armée russe peut-être se retire de Kherson et, comme ça a été dit à l'instant, rase tout ce qui peut être rasé à Kherson. Oui, Christian. C'est possible, oui, je pense. Je pense que le risque, c'est qu'ils se retirent d'un seul coup, qu'il y ait un vide, que dans ce vide, les Ukrainiens se précipitent et qu'ils se retrouvent sous le feu nucléaire. Il y a effectivement la bombe sale qui a été mentionnée par Shoigu et par la suite par Poutine, en accusant les Ukrainiens à préparer une bombe sale. Donc peut-être que c'est aussi et la bombe sale, c'est un mélange d'une bombe conventionnée avec des déchets, des éléments radioactifs. Oui, c'est ça. Donc, mais en tout cas, je ne crois pas à une utilisation d'une bombe stratégique nucléaire parce que c'est une arme de dissuasion. Cependant, ils utilisent les bombes à phosphore contre l'armée ukrainienne, les bombes à fragmentation qui sont interdites à l'usage par le droit de la guerre. Donc, effectivement, on attend au pire, mais je pense que sincèrement, l'Ukraine elle a les yeux partout et ils vont prévoir des actions. Tout est encore possible. Bon, en tout cas, ce que nous dit notamment Oleksiy Arestovitch pour les forces armées ukrainiennes, c'est que les Russes rassemblent leurs forces, que la plus dure des batailles se déroulera à Kherson. Il est conseillé à la présidence ukrainienne. C'est donc plutôt l'option peut-être d'une bataille à la Stalingrad. On en parle beaucoup avec des Russes qui resteraient pour un combat de Russes. Certains se seraient même déguisés, entre guillemets, en civil, se seraient dissimulés dans les maisons. Ça irait jusque-là dans la préparation de cette bataille. Mais ce qui est certain, c'est que l'armée ukrainienne se prépare. Elle se met même en scène. C'est un signe de confiance manifeste quand on va jusqu'à poster ce genre d'images sur TikTok. On décrypte cette déclaration de l'état-major ukrainien juste après le visionnage de ces images qui viennent de nous parvenir également. Alors elles ont été publiées, vous l'entendez peut-être avec un petit fond musical sur le célèbre réseau social TikTok.
qui est plutôt d'ailleurs très populaire auprès des jeunes. Très clairement, la cible là, elle est propagandiste, mais elle est aussi dirigée à un certain public. Et ces Ukrainiens qui veulent dire avec ça, bon ben voilà, on est prêt au combat. Ça, plus la vidéo qu'on a vue avant, on a les signes qui se multiplient de, voilà, peut-être d'une offensive très très prochaine. Non, moi vous n'y croyez pas, vous? Je ne parviens pas à croire que le chef d'état-major de l'armée ukrainienne va lancer ses troupes à l'assaut de Kherson. Ce serait particulièrement meurtrier. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'effectivement les Russes sont très bien retranchés et ont fortifié les positions à Kherson. Je pense que l'armée ukrainienne va, parce qu'elle a des moyens d'artillerie extrêmement précis, de pilonner le plus possible ses positions, d'affaiblir et de neutraliser le plus possible le dispositif adverse, mais je ne pense pas qu'elle monte au combat. Donc je pense qu'il y a un jeu, on le voit très bien d'ailleurs sur les différentes images russes ou ukrainiennes que vous avez diffusées, il y a une espèce de jeu de poker menteur, mais je crois qu'à la fin, c'est quand même l'armée ukrainienne qui a les meilleures cartes, puisque c'est elle qui décidera ou non que cette bataille ait lieu. Mais dans le même temps, ça fixe des troupes d'élite russes à cet endroit, qui, si les choses tournent mal, peuvent être encerclés et ne plus avoir la possibilité de traverser le Dniepr. Donc il y a aussi un risque très important, à mon avis, qui est pris par l'armée russe dans cette bataille qui est une bataille des nerfs aussi. Un mot très rapidement sur ce dont on vient de parler, cette possibilité que les Russes se cacheraient dans des maisons à Kherson pour ensuite pouvoir donner la Bon. Oui, ça vous semble possible? Moi, Tout est possible, hein, vraiment. Lorsque j'étais dans cette zone-là, effectivement, il y avait des groupes de diversion qui étaient déguisés en vêtements des civils. Et donc, comme vous avez mentionné, que c'était possible que l'armée russe, elle voulait montrer que l'armée ukrainienne, elle s'en prend aux civils, alors qu'il y a un qui a eu un passeport de la République de Donetsk et l'autre a un passeport russe. Allez, restez avec nous, on marque une très courte pause et puis on se retrouve dans un instant. On va reparler de cet accord sur les céréales dont Moscou s'est retiré hier. C'est plus de 50 millions de personnes dans le monde qui sont déjà menacées de famine. Alors comment relancer ces exportations de céréales? On en parle dans un instant.